Yo les copines, yo les copains du web, cette semaine on va parler d'un sujet pas très gai, mais passionnant. Bah finalement comme d'habitude quoi. En effet, un objet connecté a pu éventuellement résoudre une enquête qui restait un peu figée sur un meurtre. Et c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent en France et dans le monde entier, vous allez voir. Effectivement, vous allez voir que la high-tech, et plus précisément les objets connectés, peuvent servir à d'autres choses que nous rendre service. Ils peuvent aussi servir à des autorités compétentes, comme par exemple des enquêteurs ou des policiers, pour mener au mieux leur enquête pour élucider tel ou tel mystère. Prenons un exemple assez récent qui est d'ailleurs toujours en cours, dans lequel un objet connecté a pu aider grandement l'avancement d'une enquête, si ce n'est à prouver la culpabilité d'un suspect. L'action se déroule en Australie. Myrla Nilsson, 57 ans, est retrouvée dans la buanderie de sa maison, décédée. C'était en septembre 2016 et l'enquête suit toujours son cours. Le suspect numéro 1 est Caroline Nilsson, la belle-fille de la victime, et bien que les soupçons sont assez prononcés, on n'a pas de preuves assez concrètes pour la culpabiliser. Voici les faits que Caroline Nilsson a rapportés. Le meurtre de sa belle-mère aurait eu lieu à l'extérieur de la maison. Un groupe d'individus, un groupe d'hommes plus précisément, aurait déclenché une dispute avec la victime pendant une vingtaine de minutes avant d'entraîner la mort de Madame Nilsson. Toujours selon elle, elle aurait été ligotée puis tuée à l'intérieur de la maison. Caroline Nilsson aurait donc attendu la fin de cette dispute, attendu que les hommes sortent de la maison pour pouvoir y entrer et constater le décès de sa belle-mère avant de le rapporter aux autorités. Alors tout ça paraît crédible, ça aurait pu se passer, les éléments de l'enquête font que on n'arrive pas à prouver que ça s'est pas passé comme ça ne veut pas forcément dire qu'elle a raison, mais pour l'instant ce n'est qu'un suspect, on n'est pas encore sûr qu'elle ait menti ou qu'elle n'ait pas menti. Seulement voilà, un élément va faire prendre un virage à l'enquête, virage que Caroline Nilsson n'aurait pas aimé que l'enquête prenne. Savez-vous ce qu'est une smartwatch? Il s'agit d'une montre intelligente, une montre connectée qui permet de faciliter son quotidien. Par exemple, dans chaque vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, mais je porte une montre connectée. Elle permet de recevoir mes messages, recevoir mes appels ou mes rappels, mais elle permet aussi de faciliter mes séances de sport. C'est ça le plus important. Les séances de sport peuvent être personnalisées, améliorées grâce à un suivi du rythme cardiaque, du pouls, mais également des pas que l'on fait, etc., etc. Je viens de parler du rythme cardiaque et c'est ça qui est assez important. Je pense que vous commencez à faire le lien entre une enquête sur le décès d'une personne et une montre connectée. La victime en portait une. La victime en portait une, bien que ça ait rendu service aux autorités enquêtrices, ça n'a pas rendu service au suspect numéro 1 qui va peut-être être inculpé à cause de cela. La police, suite à une demande qui a suivi une procédure assez longue, a pu recevoir les rapports de la journée de la montre connectée, jour de la mort de la victime. Ainsi, on a pu retracer la journée qu'elle a passée et voir si ça concordait avec le témoignage qu'en a fait sa belle-fille. Et la réponse est non. Non, parce que l'activité cardiaque de la victime, à l'heure présumée de sa mort, présumée par les enquêteurs, mais aussi présumée par le suspect numéro 1 et soi-disant témoin de la scène, ça ne concorde pas. Souvenez-vous, Caroline Nilsson avait parlé d'une dispute d'une vingtaine de minutes, puis ligotage, puis meurtre. Sauf que le rapport démontre une activité cardiaque accrue pendant 7 minutes, puis absence de pouls total. Ça ne concorde donc pas avec le témoignage initial. De plus, les témoins composés du voisinage n'ont vu ni groupe d'hommes, ni voiture, ni véhicule que Caroline Nilsson avait également stipulé. Vous l'avez compris, avec ce genre d'événement, l'enquête prend une tournure beaucoup moins favorable au suspect numéro 1 et permet à l'enquête d'avancer un peu plus. Évidemment, la justice est impartiale, la justice prend son temps et ça ne veut pas dire qu'avec ce genre de témoignage, le suspect numéro 1 est d'office condamné. Cependant, le verdict aura lieu en juin 2018 et on saura si oui ou non le suspect numéro 1 est finalement le meurtrier, l'assassin de cette vieille dame. Alors vous l'avez vu, des objets connectés, la high-tech peut rendre service à des enquêteurs, à la police pour résoudre des mystères. On en a eu l'exemple ici en Californie, mais on a également plein d'autres exemples qui ont pu se passer dans le monde entier et même en France. Les données d'une montre connectée sont confidentielles et sont pas faciles d'accès, mais la police, avec des arguments solides, peut avoir accès à ce genre de fichiers si ça peut amener une enquête à évoluer dans un bon sens. Maintenant, il faut savoir que la police, qu'elle soit française, américaine ou je ne sais d'où, utilise de plus en plus la technologie pour résoudre des enquêtes. Alors on le sait tous, on a tous vu des films, des séries comme les experts, tout ça. Lors d'un meurtre, il y a une scène de crime et il faut en aucun cas la détériorer, déplacer des choses, etc. C'est pourquoi des tonnes et des tonnes de photos sont prises et des tonnes
personnes de témoins sont là pour observer les lieux afin de s'en souvenir et pouvoir ensuite en laboratoire réimaginer tout ça, redessiner tout ça et essayer de percer le mystère derrière un décès, un vol ou je ne sais quoi. Par exemple, des caméras existent, des sortes de caméras qui fonctionnent avec un effet de miroir, de laser, etc. C'est assez complexe. Une caméra qui va par exemple retranscrire toute une scène en version numérique. Prenons un exemple simple, dans une chambre, quelqu'un est assassiné, les enquêteurs arrivent, le médecin légiste, etc. arrive, ils suivent le protocole habituel en prenant des photos, en observant, etc., en restant quelques heures, puis voilà le moment de partir en laboratoire pour examiner tous les éléments qui ont été prélevés sur la scène. Seulement voilà, on aimerait que la scène existe toujours pour qu'on puisse faire des expériences, des observations, mais ce n'est pas possible, sauf depuis quelques années avec des caméras qui vont scanner toute la pièce entière et qui vont la recréer sur un logiciel 3D, ça peut être SketchUp par exemple, ou d'autres logiciels dédiés dans lesquels on pourra évoluer et observer des zones qu'on n'aurait pas pu observer sur place, et même faire des expériences assez intéressantes comme par exemple une pièce qui a explosé, on peut la recréer comme quoi elle n'avait pas explosé, et mettre différents types de bombes et voir comment la pièce aurait explosé. Est-ce que le résultat est le même que celui qu'on a photographié? Si oui, avec quelle bombe? Voilà, vous voyez, on peut aller plus loin que l'imagination devant une photo ou l'imagination seule. Donc les caméras 3D permettent ça, mais il y a également d'autres choses comme la VR. Vous connaissez les casques de réalité virtuelle, on en a parlé d'ailleurs récemment. Vous mettez un casque, vous arrivez dans un environnement 3D. Ça permet également à des enquêteurs d'être directement dans la scène du crime, voire même la reconstituer et la vivre presque en direct, selon les témoignages ou selon en tout cas les indices qu'on a pu retrouver par-ci par-là. Ça facilite grandement le travail des enquêteurs et ça rend bien sûr plus ardu le travail des criminels, et ça bien sûr c'est tant mieux. Évidemment, je ne vous parle que d'une portion de ce qui existe avec la technologie et les forces de l'ordre. J'aurais pu également vous parler, par exemple, de la réalité virtuelle qui sert à entraîner des soldats qui se trouvent comme, j'insiste bien, comme dans un jeu vidéo, qui peuvent par exemple s'entraîner à intervenir à deux face à un criminel, ou à toute une équipe à s'entraîner pour infiltrer une pièce d'une certaine manière. Plein comme ça de petits scénarios qui pourront être vécus presque en direct, de manière encore plus réaliste, pour un entraînement encore plus intensif et plus précis, pour évidemment plus d'efficacité sur le terrain. Voilà, c'est assez rare que je vous rassure sur cette chaîne en général. Quand on parle de nouvelles technologies, ça fait un peu peur. Là, voilà, la technologie rassure. Grâce à la technologie, nos policiers peuvent mieux faire leur travail, les enquêteurs peuvent aussi mieux faire leur travail, et les criminels peuvent le faire de moins en moins bien. Et on peut évidemment fantasmer sur des technologies encore plus poussées, où on pourrait empêcher le crime avant qu'il se passe. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que la vidéo d'il y a 2 jours vous a plu également. Je ferai d'ailleurs ce genre de vidéo, pas fréquemment, mais régulièrement, peut-être à des jours clés comme ça, où je me lâcherai un peu plus, où on fera un peu plus où on divaguera un petit peu plus, où on ajoutera un peu de poésie dans finalement des vidéos un peu plus journalistiques que celles que vous avez vues il y a 2 jours. Merci pour l'année passée avec vous, à ceux qui sont là depuis le tout début et qui, je suis sûr, seront encore là pour longtemps. Je lâche rien, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, on se dit encore une fois à la semaine prochaine, et si vous voulez nouer un peu plus de liens avec moi que celui hebdomadaire, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter ou Tipeee pour m'aider financièrement, un petit pourboire, ça pourrait m'aider. C'est tout, je m'éternise pas, je m'éterniserai déjà assez sur YouTube. Merci beaucoup, bisous, cheers, et guacamole. Pas quoi dire.